Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci pour votre présence cet après-midi, ce début d'après-midi. Aujourd'hui, Élise nous propose comme thème l'économie d'énergie et la transition avec quelques propositions d'axes de travail en brasserie. Et du coup, j'ai essayé de nous préparer un petit état des lieux qu'on va explorer ensemble pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Oui, Euh, pour Vas-y. compléter en fait simplement, on continue la série de webinaires que l'on fait avec l'IFBM. Donc là, sauf si je me trompe, on est au 5e webinaire. Je pense que c'est un sujet d'actualité. L'important, c'est que Thomas puisse vous présenter ces solutions et surtout en fait répondre à vos questions à la fin. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans la conversation et moi je lui dirai à l'oral pour qu'il puisse vous répondre. Voilà. Pour présenter rapidement Brasseurs de France, donc on a un syndicat de producteurs de bière depuis 1878 représentant les brasseries artisanales, familiales et historiques. On a une équipe de 6 collaborateurs et on a un président. Et donc pour toutes les questions suite au webinaire, vous pouvez me les poser par mail, mais je crois que tout le monde a mon mail ici. Et si tu peux passer à la seconde slide, c'est nickel. Et donc du coup, on a plutôt 4 gros services. Donc, je pense que vous les connaissez, mais je vais vous faire un petit rappel. On a tout ce qui est promotion de la catégorie au global, donc via via des concours, le tourisme brassicole, des événements, des dossiers de presse, des relations presse. On a tout ce qui est réglementaire, fiscalité et développement durable. Donc, si vous avez des problèmes avec vos étiquettes, si vous avez des questions, si vous voulez avoir de l'aide sur la fiscalité ou si vous avez des questions sur vos obligations environnementales, on peut y répondre. On a tout ce qui est social. Donc, on a la convention collective, les contrats de travail, d'apprentissage, les aides sur la formation. On peut vous répondre vraiment rapidement là-dessus. Et on a un gros service qui est tout ce qui est défense de la profession auprès des institutions publiques françaises, des instances européennes. Et on essaye de soutenir et de développer la filière donc, du houblonnier aux clients CHR. Merci Elise. Puis donc très rapidement vous représentez l'IFBM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. Donc on a fêté nos 60 ans l'année dernière. On découle de l'ancien centre technique de l'école de brasserie de Nancy et on va jouer le rôle donc d'institut pour la filière à travers et le groupe Caltech qui va proposer plus des analyses qui vont concerner toutes les matières premières, toutes les matrices agroalimentaires, mais aussi spécifiquement pour notre filière de la matière première jusqu'au produit fini. Et puis IFBM va pouvoir proposer de la formation, de l'analyse, donc comme je l'ai dit à travers le groupe Caltech. On va pouvoir proposer aussi de la R&D sur des recettes, sur les procédés, sur les matières premières. Et puis enfin une partie accompagnement expertise à travers des audits et de l'accompagnement à l'acquisition de nouveaux matériels, au démarrage de nouveaux matériels, etc. Si on revient donc à notre sujet principal, l'économie d'énergie et la transition, comment on va essayer d'organiser ça? Donc moi j'ai essayé de faire un premier constat, puis ensuite on va explorer quelles sont les énergies qu'on va considérer aujourd'hui en brasserie. La plus grosse partie va être consacrée donc sur les actions immédiates qu'on peut essayer de mettre en place, donc c'est non exhaustif évidemment. Je suis persuadé que vous aurez plein de suggestions à la fin de cette présentation qui pourraient être intéressantes de partager entre vous. Et puis quelques actions aussi de demain, quels sont les investissements qu'on va pouvoir réfléchir à mettre en place dans une brasserie.
Alors le constat, c'est quoi? Bah, c'est que produire de la bière, c'est énergivore. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est vous êtes au courant. Alors bon, j'ai mis le malt, effectivement, le malt, c'est déjà une matière première qui est déjà transformée, qui a déjà consommé de l'énergie, mais à la limite, ça nous concerne pas tant que ça parce qu'on doit l'utiliser. Par contre, effectivement, ça va impacter son prix sur la suite. Alors ensuite, bon, bah, comment on peut qualifier ça? Bah, voilà, il y a un besoin de chauffer jusqu'à 100 degrés pour une majorité des bières, hein, si j'enlève les quelques styles un petit peu spéciaux où on peut se permettre de pas bouillir. Ça va nécessiter une énorme quantité d'énergie qui doit être disponible sur un temps assez court, donc disponible à la demande. Euh, on va avoir un besoin aussi, à l'inverse, de refroidir rapidement, encore une fois pour la majorité des bières. Et donc, on va avoir besoin d'un froid assez rapidement à la demande. Donc, ça veut dire une grosse quantité d'énergie qui est déchargée à ce moment-là. Et puis, on a aussi un besoin sur le long terme de maîtriser des températures, notamment sur la fermentation, ce qui va demander d'avoir un automatisme en marche et puis du froid à nouveau disponible à la demande. Ensuite, on repart, si on est en fermentation, sur un besoin de maîtriser à nouveau la température sur une température plus élevée. Donc, ça veut dire qu'on va devoir travailler avec une pièce qui a une température régulée. Si on travaille en isobar, on va avoir besoin de travailler avec un gaz inerte et stérile qui est en train de s'envoler au niveau tarif aussi, très souvent le CO2 en brasserie. Et puis, bah, certains styles de bière, les plus fragiles, vont nécessiter un stockage et un transport sur une température régulée pour pouvoir arriver à conserver les propriétés organoleptiques de notre produit. Et enfin, pour ceux qui sont amenés à avoir un tirage pression sur place, je pense au brewpub, le tirage pression, c'est à nouveau une demande en énergie qui va demander du froid, encore du gaz pour pouvoir travailler. Donc tout ça mis ensemble, bah, effectivement, le constat, c'est que la bière, ça coûte en énergie, heu heu et la réflexion qu'on va essayer d'avoir, c'est donc, bah, quelles sont ces énergies-là et où est-ce que je vais pouvoir, chercher à réduire cette consommation d'énergie, à la remplacer par quelque chose, ou alors à la trouver moins chère ailleurs. Donc sur nos énergies qui sont utilisées, on a dit qu'on avait de la chauffe, que ce soit une chauffe en direct, donc par exemple, en flamme directe, ou avec une résistance en direct, ou en indirect où on va faire chauffer, généralement de la vapeur ou de l'eau surchauffée pour amener notre produit à la bonne température. Cette énergie qui est utilisée, on va retrouver donc soit de l'électricité, soit du gaz, soit on a la possibilité d'avoir de la biomasse. On en reparlera peut-être un petit peu dans la partie les actions de demain. Euh, donc ça, c'est aujourd'hui les deux principales, l'électricité, le gaz. Ensuite, pour refroidir et réguler, alors j'ai mis que l'électricité. Évidemment, il faut certains gaz rares pour pouvoir les compresser, les décompresser et fabriquer notre froid, mais c'est principalement l'électricité qui va être consommée à cet endroit-là. Euh, Si on veut déplacer notre produit, si on veut le transférer, si on veut l'amener jusqu'au consommateur, ça va être quoi? Ça va être de l'électricité à nouveau, ça va être du CO2 pour faire tous nos transferts, toutes nos pousses, etc. Et puis on a évidemment le carburant des véhicules qui, bah, dépendant de notre rayon d'action en tant que brasserie, va avoir un impact enfin, non négligeable sur les énergies qu'on va utiliser. Et enfin, encore une grosse partie importante que j'ai classée dans les énergies, c'est l'eau. L'eau qu'on va utiliser pour nettoyer et sur lequel on va pouvoir réfléchir aux différents efforts qu'on peut appliquer dessus afin d'en utiliser moins et avoir toujours le même résultat, la même qualité de fonctionnement et de produit. Donc ça, c'est un petit peu voilà, notre état des lieux. On consomme de l'énergie. Quelles sont ces énergies? Bah, c'est de l'électricité, c'est du gaz, c'est du CO2 et c'est de l'eau. Et on va essayer de regarder un petit peu dans l'ordre les différentes actions qu'on va pouvoir déjà mettre en place aujourd'hui dans la brasserie. Alors, je nous ai mis quelques généralités. Vous voyez que la slide est pas remplie. C'est volontaire, je voulais pas surcharger. Et puis je pense que voilà, comme je vous ai dit, vous avez aussi des petits conseils que vous pouvez donner, mais quelques généralités. Alors, enchaîner les brassins.
enchaîner les brassins, c'est une bonne chose quand on a la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que l'eau qu'on va faire chauffer va rester chaude. L'eau qu'on va utiliser pour refroidir notre mou en fin de brassin, elle va pouvoir se réchauffer et être utilisée pour les brassins d'après. Et donc en enchaînant, on a la possibilité de garder un petit peu de calories d'un brassin à un autre et de dépenser moins en optimisant l'utilisation de nos machines. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est le nettoyage. Une salle à brasser sur un bloc chaud, c'est un nettoyage complet une fois par semaine. Donc, si je fais un brassin par semaine versus 5 brassins par semaine, eh ben, je vais multiplier le nettoyage au cours du mois si je fais qu'un brassin par semaine parce que je vais devoir la nettoyer à chaque fois que j'ai fini un brassin. Si j'enchaîne tous mes brassins, un nettoyage à l'eau chaude va largement suffire pour pouvoir continuer de conduire sa semaine, de piloter ses brassins. Et donc, on va diminuer le coût de nettoyage, on va diminuer le coût de chauffe de nos produits de nettoyage et ainsi l'énergie dépensée en enchaînant nos brassins. Un autre point qui est assez important et qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur le terrain, nous IFBM lors de nos interventions, c'est la bonne utilisation des matières premières. C'est notamment le bon concassage du malt et la bonne action des enzymes au bon pH avec voilà, une correction de pH au moment de l'empâtage qui vont permettre d'aller chercher un maximum de l'extrait présent dans notre malt, en l'ayant bien concassé, en l'ayant fait fonctionner nos enzymes dans leurs conditions optimales, et ben là on va pouvoir aller chercher un maximum d'extrait et donc au final moins d'énergie utilisée. L'empilement des brassins, ça va un petit peu dans le même mouvement que l'enchaînement des brassins. Quand je mets plusieurs brassins dans un seul fermenteur, c'est du nettoyage en moins pour ces différents brassins. On n'a qu'un seul nettoyage de fermenteur par rapport à d'autres. La réutilisation de levure, alors on est un petit peu moins dans les énergies, mais c'est toujours essayer de tendre à utiliser le plus de fois possible nos ingrédients dans la mesure du possible. Donc là, je vous invite à regarder d'autres webinaires qui ont été faits sur le sujet. Dans d'autres généralités, l'isolation du réseau chaud et du réseau froid, très importante pour pouvoir conserver un maximum de calories dans notre réseau vapeur, dans notre réseau de glycol aussi, et éviter d'avoir des pertes. Un autre point important qui va avec le suivant, surveiller les fuites. Évidemment, là encore ce matin sur du conseil, on me parlait de fuite de glycol. Le glycol, c'est aussi une des énergies qu'on va utiliser finalement, et c'est avoir des indicateurs sur notre consommation. Donc connaître où sont nos freins, connaître notre utilisation de CO2 et où est-ce que je vais pouvoir la réduire, connaître notre utilisation d'électricité, de gaz, etc. Sur les freins, forcément, on a un impact aussi de la microbiologie, essayer de mieux contrôler la microbiologie de ces produits pour prévenir les dérives sur notre production et éviter les pertes. Alors là, je suis allé un petit peu plus loin que vraiment l'économie d'énergie, mais dans une optique de pouvoir vraiment avoir une réflexion totale, ça fait partie des choses qu'il va falloir explorer dans une brasserie pour se dire, voilà, où est-ce que je vais pouvoir faire des économies, où est-ce que je vais pouvoir le mieux rentabiliser le travail que je fournis pour produire un produit de qualité. Donc ça, c'est les généralités et on pourra en reparler tout à l'heure. Et puis, si on regarde un petit peu plus au bloc chaud, donc au brassage, l'objectif, ça va être de limiter la consommation d'énergie, hein, forcément, et surtout limiter la perte de calories. Alors la première question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que je fais un monopalier ou est-ce que je fais un multipalier? Si on n'a pas de montée en température pour venir abaisser la viscosité de notre mou, on aura moins d'énergie en faisant un monopalier, évidemment. Mais par contre, on va avoir un problème de taux d'extraction, on va avoir un rendement moins intéressant, parce qu'on aura une filtration qui va moins bien se passer en faisant un monopalier qu'un multipalier, en prenant en compte le mash out, cette montée en température. Si effectivement on a un mash out qui est fait, que ce soit fait sur une infusion monopalier ou sur une infusion multipalier montée à 76-78 degrés, on n'aura pas vraiment de différence notable en termes de consommation d'énergie entre l'un ou l'autre.
Donc c'est vraiment cette montée en température qui va nous faire basculer sur une consommation équivalente, mais à savoir que quand on fait qu'un monopalier, notre taux d'extraction sera impacté négativement. Enfin, il y a un autre point qui est important, c'est de ne pas faire une macération qui va durer trop longtemps. Comment je peux m'assurer que ma macération ne va pas durer trop longtemps? En faisant un test à l'iode, l'iode qui va devenir violet en présence d'amidon et donc et qui ne change pas de couleur une fois que tout l'amidon a été transformé. Donc dès que j'ai plus de changement de couleur, je vais pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la filtration, et je peux raccourcir mes temps de travail et mes temps de consommation d'énergie à cet endroit-là, en suivant un petit peu plus précisément qu'est-ce qui se passe dans ma cuve, est-ce que ça a déjà fini de travailler, et si ça a fini de travailler, je passe à la suite, j'ai pas besoin de rester plus longtemps à consommer de l'énergie et à chauffer mon brassin. Donc ça c'est le premier point sur effectivement la macération. Ensuite, sur le préchauffage des cuves, quand on va préchauffer notre cuve de filtration avant de transférer notre mèche, on va peut-être préchauffer aussi la cuve d'ébullition, il y a des automates qui vont proposer ça. L'idée, ce serait de pouvoir aller chercher à récupérer ces eaux de préchauffage. Normalement, quand on préchauffe une cuve qui est propre. Et donc, on peut aller récupérer et faire une boucle avec ces eaux de préchauffage qui sont propres et chaudes et qui vont nous permettre d'éviter de perdre trop de calories et surtout trop d'eau lors de notre journée de brassage. Ensuite, sur l'ébullition, on a des actions qui peuvent être mises en place avec des points de suivi assez faciles. Alors le premier, c'est de cibler un taux d'évaporation par heure le plus faible possible. Alors évidemment, on cherche à pas descendre en dessous de 3 à 4% afin de bien évaporer les DMS, ce goût de légumes cuits qui peut apparaître si on a des ébullitions pas assez vigoureuses. On va chercher donc à cibler plutôt 4% que chercher quelque chose avec une ébullition trop importante à 10%. Si on regarde 4% sur une salle à brasser de 20 hectos, c'est 80 kg par heure de vapeur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces 80 kg par heure de vapeur? On peut les récupérer dans la cheminée d'évaporation avec un condensateur qui viendrait ici récupérer des calories. Donc on a un échange entre de l'eau froide qui va rentrer dans l'échangeur de la cheminée, la vapeur de la cheminée qui va se refroidir et qui va réchauffer notre eau, et on va pouvoir récupérer dans une bâche d'eau chaude ou une bâche d'énergie des calories qui seraient autrement perdues par une ébullition qui va directement à l'atmosphère. Donc ça, c'est deux points qu'on peut essayer de mettre en place, avoir une évaporation la plus faible possible et chercher à récupérer un maximum des calories qui sont présentes dans la cheminée d'évaporation. Enfin, on a d'autres choses assez intéressantes. Si on cherche à évaporer pendant l'ébullition, c'est pas tant pour concentrer notre mou et pour rattraper une filtration qu'on n'aurait pas forcément bien ajustée, c'est un petit peu plus pour évaporer nos fameux DMS et transformer nos précurseurs de DMS, donc le goût de légumes cuits, de choux cuits, en DMS et évaporer tout ça. Donc pour faire ça, on a deux astuces. Soit on a une ébullition assez vigoureuse qui arrive à bien évaporer ça, et dans ce cas-là, effectivement, on peut diminuer nos temps de cuisson jusqu'à 60 minutes en ayant une bonne agitation du mou pour augmenter son évaporation. C'est ce qu'on retrouve sur certaines salles à brasser. On va avoir ce chapeau chinois sur lequel le mou vient s'éclater pour augmenter la surface d'évaporation. On peut aussi avoir des agitateurs, on peut avoir une recirculation dans la cuve. L'objectif principal, c'est de pouvoir évaporer plus de DMS en consommant moins d'énergie à faire des gros bouillons juste à l'aide de la chauffe. Donc en diminuant jusqu'à 60 minutes notre ébullition, on va pouvoir gagner un petit peu de temps et d'énergie à cet endroit-là. On peut aussi être amené à utiliser des variétés de malt qui seraient faibles en PDMS. Alors, on va chercher en cible PDMS quelque chose autour de, donc précurseur de DMS, PDMS, quelque chose autour de 4 à 5 microgrammes litres pour pouvoir arriver à abaisser cette formation de DMS pendant l'ébullition.
Un autre point qui est assez intéressant, et qui est un petit peu plus d'ordre pratique, c'est sur ces cuves de chauffe, hein, ça peut valoir aussi pour la cuve de macération, c'est de détendre la vapeur à la bonne pression de service pour éviter d'avoir des pertes trop importantes, hein. C'est-à-dire que si ma chemise de vapeur, elle travaille à 2 bars, et ben j'amène la vapeur à 2 bars en entrée de cette cuve et non pas à 7 bars pour éviter ces pertes-là. Donc c'est ce qu'on voit sur la petite image en bas, c'est d'avoir un circuit de détente vapeur qui va permettre de mieux travailler, de mieux conserver l'énergie qu'on va amener. Enfin, toujours sur le bloc chaud, au refroidissement, on va pouvoir faire quoi? Ben, on va pouvoir chercher à récupérer l'eau de refroidissement qui est réchauffée. Ça, c'est un geste que la majorité des brasseries ont déjà mis en place. Et surtout, on peut aller un petit peu plus loin que juste récupérer l'eau de refroidissement qui est réchauffée, c'est gérer le débit pour que l'eau sorte supérieure à 80. Il y a même des outils qui permettent aujourd'hui de faire ressortir l'eau le plus chaud possible, c'est-à-dire on va travailler autour de 94 degrés en température de sortie de cette eau, et donc on va récupérer une majorité des calories qui sont enlevées de notre mou pour que lui puisse aller en fermentation. Et c'est vraiment chercher à conserver ces calories qu'on a mis dans notre mou et on veut pas les perdre, on veut pouvoir les récupérer pour plus tard. Ce qui veut dire, si je récupère mon eau de refroidissement qui a été réchauffée, je vais la mettre dans une bâche qui est isolée et même si elle est isolée, la température va chuter. Donc ça veut dire, ça revient sur le point précédent, ça veut dire qu'on va travailler sur une temporalité, un enchaînement de brassins qui est intéressant pour pouvoir économiser les calories qui seraient perdues autrement et diffusées dans l'atmosphère. Au niveau du bloc froid, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, à nouveau, on va limiter les transferts de calories, on va essayer de garder les calories aux bons endroits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, un des premiers points sur nos fermenteurs, c'est le dôme des fermenteurs. Le dôme des fermenteurs, c'est jusqu'à 20 de la surface et donc ça peut être intéressant de venir isoler le dôme des fermenteurs ou en tout cas de réfléchir sur l'achat de nouveaux fermenteurs, d'avoir des fermenteurs bien isolés pour éviter un maximum les pertes thermiques à travers cette surface-là. On en a parlé dans les généralités, c'est l'isolation de la tuyauterie aussi, le réseau de glycol et puis les réseaux bières quand on va faire des transferts d'un tank à un autre. Le moins on perd de froid à cet endroit-là, le mieux on va se porter parce qu'on aura moins à mettre notre groupe froid en action à ces différentes étapes. Toujours sur le froid, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, c'est au moment du refroidissement de nos fermenteurs, on va réfléchir à peut-être avoir une température idéale de garde, c'est-à-dire rester plutôt en garde positive, plutôt à 2 degrés qu'à -2 degrés, parce que bah, forcément on va dépenser plus d'énergie en essayant d'abaisser notre température à -2. Pendant la fermentation, on n'a pas besoin d'avoir toutes les chemises de refroidissement qui sont ouvertes, hein. On a seulement besoin de la chemise de refroidissement du haut et puis si notre fermenteur est rempli qu'à moitié, ben, on va utiliser que la moitié des chemises de notre fermenteur. On les enclenchera, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, grâce aux mouvements de convection qui sont faits pendant la fermentation. Euh, En activant que la chemise du haut, on arrive quand même à homogénéiser tout notre fermenteur à la température qui est souhaitée. Dès qu'on veut passer en garde, par contre, effectivement, il faudra mettre la chemise du cône en fonctionnement pour pouvoir abaisser comme il faut la température. Mais à nouveau, là, on va éviter de dépenser de l'énergie inutilement. Concernant la descente en garde justement, pour essayer d'avoir un impact le moins important sur notre groupe froid, on peut essayer d'automatiser la descente en température pour essayer d'avoir une descente qui va se passer sur 24 heures plutôt qu'essayer de faire tomber le fermenteur le plus rapidement possible à sa température de garde. Donc sur 24 heures, on va pouvoir appliquer une courbe qui va faire descendre tranquillement notre fermenteur et surtout qui va pas faire remonter trop dangereusement notre glycol et qui va enchaîner avec un groupe froid qui va se mettre à carburer, etc. Un autre point qui est assez important, qui est un petit peu du même acabit que le test à l'iode au bloc chaud, c'est le suivi de sa densité et surtout le test de la densité limite avec l'atténuation limite pour pouvoir savoir sur mes graphes de fermentation, ici on a l'atténuation limite en bleu, qu'est-ce que je sais que mon fermenteur doit atteindre cette densité limite et dès qu'elle l'a atteint, pendant 3 jours de suite, je sais que c'est parti, je peux attaquer ma garde froide, j'ai pas besoin d'attendre
que ça bulle plus, ou les fameux 7 jours de fermentation que j'ai l'habitude ou quoi. C'est de se dire, voilà, je suis des données qui sont palpables, on a tous un densimètre à la brasserie, on fait notre test d'atténuation limite, on suit au densimètre ce qui se passe dans le fermenteur, et on gagne du temps de refroidissement, on gagne du temps de maintien à température, et on gagne aussi du temps pour pouvoir évacuer plus rapidement les bières et les conditionner. Le groupe froid, c'est un autre point important. Pour générer du froid, on a besoin de générer, on a besoin d'enlever du chaud. Et donc on va enlever du chaud qu'on va diffuser dans l'atmosphère, dans la nature. Donc on a la possibilité d'aller récupérer les calories qui sont formées par le refroidissement de notre eau glycolée avec des échangeurs qui viennent donc récupérer le chaud, et puis ça peut aller dans un ballon d'eau chaude pour de l'eau domestique de la brasserie par exemple. On va aussi avoir la possibilité d'avoir un gros volume de froid, d'eau glycolée, d'eau glacée, pour pouvoir jouer sur l'inertie de température qui est liée au gros volume, et donc pour pouvoir travailler avec une bâche qui va moins vite se réchauffer et qui va arriver à garder sa température plus longtemps. Ensuite, au moment du bloc froid, pendant les transferts, quand en isobar, on peut avoir l'habitude de pousser avec du CO2 d'un tank à un autre, ce qui va dire qu'on va consommer du CO2 à cet endroit-là. Une petite astuce consisterait à utiliser une pompe qu'on met entre nos deux fermenteurs pour transférer. Et puis, une fois qu'on a balayé et gonflé notre fermenteur de réception, on le connecte avec notre fermenteur d'entrée. Et puis, on va en effet un vase communicant qui va faire que le CO2 qu'on va sortir de ce tank-là, il va rentrer dans le tank A. Et puis, ça va nous permettre d'économiser finalement tout un fermenteur de CO2 sous pression qui serait utilisé en pression de travail pour transférer. Donc ça peut être une bonne astuce à mettre en place avec l'utilisation d'une pompe. Dans les tanks de bière filtrée, l'astuce c'est aussi d'aller utiliser des détergents qui vont fonctionner sous CO2, comme ça on n'a pas besoin de dégazer notre fermenteur, et on va pouvoir garder un tank qui est en atmosphère inerte et stérile après les nettoyages, ce qui est plutôt pratique pour pouvoir voilà, continuer d'enchaîner les journées de transfert. Alors l'atmosphère sera renouvelée quand même régulièrement, mais moins souvent, et ça permet d'économiser du CO2 à cet endroit-là. Une autre astuce, c'est d'aller boucler les eaux de stérilisation. Donc, dans une pratique, c'est de venir faire passer de l'eau chaude à 80 degrés pendant 20 minutes dans le circuit pour pouvoir appliquer une espèce de pasteurisation, stérilisation dans notre conduite. Cette eau-là, elle peut être perdue, comme finalement, vu qu'on a déjà passé un nettoyage, une désinfection avant, on peut aussi récupérer notre eau dans la bâche à eau chaude ou dans une bâche séparée pour avoir à nouveau de l'eau chaude qui sera utilisée plus tard ailleurs dans le process, et éviter de la perdre à l'égout. Au niveau du CO2, alors on en a parlé un petit peu pendant les étapes de transfert. Le CO2, on pourrait réfléchir à à récupérer le CO2 lié à la fermentation, avec des systèmes, des technologies de récupération qui vont nettoyer le CO2, pouvoir le recomprimer et le réutiliser. Aujourd'hui, c'est assez coûteux avec ce qu'on a sous la main, donc c'est pas forcément ce qui est le plus abordable par toutes les brasseries. On peut par contre remplacer le CO2 par de l'azote qu'on générerait sur site avec un générateur d'azote. Alors à une certaine pureté, on va chercher à avoir des puretés assez importantes. L'avantage de l'azote, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire nos pousses, pour inerter les tanks. Et puis pour faire du stripping, le stripping qui sera utilisé soit pour dégazer, soit pour désoxygéner une bière. Et donc c'est plutôt sur les pousses et l'inertage qu'on va pouvoir avoir un gros gain de remplacement de CO2 avec de l'azote qui est généré sur site. Pour rappel, on a à peu près 80% d'azote dans l'atmosphère. Donc si on arrive à le séparer et à le garder de côté, finalement, il est accessible de partout. Pour ceux qui vont travailler en isobar,
évidemment aussi garder un maximum du CO2 de la fermentation, où on va chercher à fermenter sous pression. On utilise les petites règles d'équilibre pression-température qui vont nous permettre d'atteindre plus facilement notre pression de saturation et la quantité de CO2 en grammes litres ou en volume qui est souhaitée dans notre fermenteur pour avoir à éviter d'ajouter du CO2 dans le fermenteur en le conservant au maximum. Et enfin, au bloc froid, il y a autre chose qui vient jouer sur, plus l'aspect économique que l'aspect énergétique, c'est les additions à froid. Donc les additions à froid, notamment par exemple le dry hopping, le houblonnage à froid, vont augmenter considérablement les freites. Heu, on a un effet éponge, du houblon qui vient absorber la bière et c'est une partie qu'on va pas, récupérer à la fin, qui va être, purgée. Donc on a une grosse perte quand on a des additions à froid trop importantes. On peut aussi, on a aussi le problème, pardon, de perdre du CO2 quand on va, ouvrir les fermenteurs pour pouvoir mettre nos épices, notre houblon ou toute autre addition à froid, et qu'on travaille en isobar, on veut conserver le CO2. On peut donc être amené à utiliser des technologies qui permettent de conserver ça. Ça peut être des hop dosers, ça peut être, donc le hop doser, une espèce de petit sas, sous pression. Ça peut être, les hop guns, enfin voilà, je vous invite à regarder peut-être, le webinaire, que Pierre Brabant avait fait sur le dry hopping, de décembre 2020. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place au bloc froid et puis au conditionnement, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Bah, au niveau à nouveau de l'inertage des pousses, du balayage de nos bouteilles, on peut réfléchir à remplacer le CO2 par de l'azote à nouveau généré sur site, ce qui est plutôt intéressant encore une fois. Pour les transferts, encore une fois, on peut être amené à utiliser des pompes, hein, c'est la même chose que pour, le bloc froid pour diminuer le CO2 de travail, la pression de travail. Et puis sur la clarification de nos produits, si on est amené à clarifier, hem, un peu plus qu'avec, juste une garde, naturelle du produit, on va préférer la centrifugation à la filtration pour des questions de freinte, et pour des questions aussi, des adjuvants qu'on va avoir moins besoin d'utiliser. Je pense à la filtration Kieselguhr ou ou sur cartouche où on va avoir besoin de changer à chaque fois notre média de filtration ou en tout cas à partir d'un certain volume, ce qui n'est pas le cas de la centrifugation, même si effectivement elle va demander un entretien différent. Donc ça, c'est pour la partie conditionnement. On a fait, le brassage, le bloc froid, le conditionnement et on arrive, au nettoyage. Le nettoyage, bah, 1er gros point, avoir un système de CIP, de NEP, nettoyage en place. Le principe, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui va permettre de récupérer un maximum de fois nos produits et nos dernières eaux de rinçage, ce qui va permettre, bah, de les réutiliser, et donc de faire des économies tant sur la chauffe que sur la quantité de produits que je vais utiliser, que sur les eaux que je vais utiliser. Hein, on peut se permettre, si nos dernières eaux de rinçage, par exemple de la soude ou de l'acide peracétique sont propres, on va pouvoir se permettre de les utiliser en premières eaux de rinçage pour pouvoir aller enlever, le Crozone qui est dans nos fermenteurs avec une eau qui est à la limite, il reste peut-être encore un peu du produit de nettoyage d'avant, mais c'est pas grave parce que derrière, va tout y avoir le cycle d'après. Donc avoir une bâche d'eau de réutilisation, ça peut être très intéressant. Par contre, ça veut dire qu'il faut mettre en place des protocoles de contrôle de nos détergents et de nos eaux de rinçage. Alors il y a des solutions avec un titrage qui sont assez simples, l'utilisation du pH mètre, l'utilisation du papier pH aussi pour les eaux de rinçage et s'assurer on n'a pas besoin de rincer plus longtemps, que nécessaire. Et l'utilisation d'un système de CIP et de NEP, ça va permettre de quoi? Ça va permettre de descendre à peu près jusqu'à 4 à 5 litres d'eau par litre de bière finie, ce qui est plutôt intéressant quand on est sur une moyenne à 7-8 litres dans les brasseries aujourd'hui. On fera aussi attention à bien sélectionner nos produits de nettoyage, en essayant peut-être de coupler des actions entre elles. La désinfection et la détergence acide par exemple, ce qui va permettre de pouvoir réutiliser le désinfectant. Souvent nous, en brasserie, on utilise quoi? On utilise du peracétique. L'acide peracétique difficilement réutilisable parce qu'il vaporise très vite et il perd son efficacité. On peut réfléchir à l'utilisation de d'autres désinfectants en se rapprochant de son fournisseur.
À nouveau, on peut boucler les autres stérilisations. Si on est amené à faire des stérilisations sur notre filtre, sur des conduites avant embouteillage, etc., avec de l'eau chaude, eh ben, on va essayer d'éviter de jeter à l'égout cette eau qui est censée être propre parce qu'on passe après tout un cycle de nettoyage. Et ça va permettre de gagner de l'énergie aussi à ce niveau-là. Le nettoyage à la soude, je vous rappelle que la soude va se combiner avec le CO2 qui est présent, former des carbonates de sodium qui à la fois risquent de faire imploser vos fermenteurs, hein. On va avoir une baisse de pression soudaine dans le fermenteur, donc ça c'est plutôt dangereux, c'est pour ça qu'on a des cases vides notamment dans les fermenteurs, mais ça va aussi annuler l'effet détergent de la soude. Et donc ça c'est pas du tout intéressant. Donc pour mieux travailler, pour être amené à mieux réutiliser sa soude plus longtemps dans le temps, eh ben, on va chercher à chasser le CO2 dans nos fermenteurs, soit avec de l'air comprimé, soit si on veut garder une atmosphère inerte, on va pouvoir être amené à chasser le CO2 avec de l'azote. Et donc, on pourra ensuite directement remplir parce qu'on a un tank qui sera sous azote à ce moment-là. Et on n'aura plus l'oxygène qui nous posera de problème. Donc ça, c'est une autre astuce. Pour perdre le moins possible de temps sur le nettoyage de la soude, eh ben, on va pouvoir être amené aussi à préchauffer notre fermenteur. Hein, souvent, on arrive en une fin de fermenteur, le fermenteur il est encore froid de la bière qui était en garde avant, et si on met la soude directement dedans en eau 80 degrés, ils vont vite tomber à 50 degrés dans un fermenteur qui a les parois qui étaient réglées pour du 0 à 2 degrés. Donc on peut préchauffer avec nos premières eaux de rinçage. En plus, ça permettra de mieux détacher les grosses salissures qui sont enlevables à l'eau. Ça va permettre de préchauffer notre fermenteur, de le faire monter en température, puis ensuite d'utiliser la soude et de faire des cycles avec la soude les plus courts possibles, de manière à pouvoir à chauffer la soude le moins longtemps. Et évidemment, sur les volumes de produits de nettoyage, de nos mix de nettoyage, on va chercher à faire chauffer uniquement les volumes nécessaires, hein. On ne va pas chercher à faire chauffer tout un tank complet qui va nous servir. Finalement, je fais chauffer 200 litres pour en utiliser 50 litres de nettoyage de fermenteur. Bah là aussi, je vais perdre des calories. Donc, c'est de bien dimensionner notre système de nettoyage en place, qu'il soit automatisé ou manuel ou semi-auto. C'est d'avoir quelque chose de dimensionné à notre installation et à notre utilisation pour pouvoir surveiller tout ça. Si on regarde un petit peu plus les actions qu'on va pouvoir faire demain, bah, c'est de bien choisir notre énergie de demain dans une brasserie. Donc en grandissant, en augmentant mes volumes, je vais peut-être être amené à changer de site. Je vais peut-être être amené à changer j'étais en chauffe direct, je vais passer à une chaudière vapeur. Bah, ma chaudière vapeur, je vais la faire fonctionner avec quoi? Et donc, il y a différents comparatifs hein, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui sont, là, je vous ai mis à date de novembre, des tableaux d'équivalence entre le tarif du kilowattheure en fonction de si on est sur du bois, de la bûche, jusqu'à l'électricité qu'on achète en direct. Euh, Avec un tableau aussi avec un prix des énergies hors investissement. Alors évidemment, il y a des investissements qui sont faits quand on va travailler avec le solaire par exemple, mais ça peut être sur le long terme quelque chose d'assez intéressant à développer parce qu'il y a des énergies qui vont être amenées à moins monter au fur et à mesure que les tarifs vont augmenter et donc ça peut permettre de basculer. Toujours sur la chaudière, les questions qu'on va pouvoir se poser, c'est à quoi je la fais tourner. Si c'est pas de l'électricité, si c'est pas du gaz de ville, ça va être quoi? Ça va être de la biomasse qui peut être amenée via la bûche, hein. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va le moins bouger, la bûche. Ça peut être du pellet, ça peut être du méthane qui viendrait d'un méthaniseur. On peut être amené à travailler avec de la géothermie. Vous avez différentes cartes hein, en fonction de là où vous êtes installé en France. On peut réfléchir à différents moyens d'utiliser et de préchauffer notre vapeur, de chauffer nos cuves d'ébullition, etc. Une chaudière vapeur, bah, ça se dimensionne avec la- la- les, les bons ratios d'énergie qui sont fournis. On compte en moyenne, hein, si on veut une espèce de règle de pouce, on compte à peu près 10 kg par heure de vapeur par hecto et on rajoute à ça 100 hectos. C'est-à-dire que si j'ai une salle à brasser de 20 hectos, je vais avoir 200 plus 100, il me faut une chaudière vapeur de
300 kWh pour pouvoir avoir à peu près un bon fonctionnement. Évidemment, ça c'est sans un CIP qui va fonctionner à la vapeur, sans un groupe externe qui va nécessiter de la vapeur, etc. Et il faudra bien faire attention à tous ces outils qui vont demander de la vapeur à la brasserie. Mais on peut partir de cette première règle-là. Une autre astuce qui va être assez intéressante, dépendant encore une fois de où est-ce qu'on est placé en France, c'est le solaire. Alors on a le solaire photovoltaïque qui va permettre d'aller chercher l'électricité et d'utiliser cette électricité-là directement à la brasserie. Donc il y a les contrats où on va revendre notre électricité à notre fournisseur pour lui racheter de l'électricité à un prix un peu inférieur. Et puis ce qui va nous permettre de financer toute ou une partie de nos panneaux. Il y a une autre astuce qui consiste à les financer soi-même et consommer l'énergie directement. Et en tant que brasserie, généralement, on a suffisamment de volume électrique à consommer pour que ce soit assez intéressant si on regarde sur des périodes de 5 à 10 ans d'investissement. Sans parler d'électricité, on peut aussi utiliser le soleil comment? On peut utiliser le soleil de manière thermique avec des cellules de chauffage dans lequel on fait circuler notre eau, et ça va nous permettre de pouvoir préchauffer notre eau. Donc par exemple, on peut être amené à amener notre bâche à eau à une température autour de 50-60 degrés. En amenant notre bâche à eau autour de cette température-là, notre chaudière, elle a un effort un petit peu plus faible à faire pour pouvoir l'amener à nos 80 degrés de la bâche à eau chaude qui sont ciblés. Donc là aussi, on va pouvoir gagner facilement de l'énergie, encore une fois, dépendant de notre taux d'ensoleillement. Et là, vous retrouverez à nouveau des cartes qui vous représentent tout ça sur la France. On en a aussi beaucoup entendu parler. Le conditionnement, c'est un endroit où on va dépenser beaucoup, que ce soit en matières premières comme en énergie. Donc, quelques astuces qui sont pas nouvelles, mais sur lesquelles on va pouvoir commencer à travailler, c'est la location de fûts inox. Donc, si j'ai pas de laveuse de fûts, si c'est un investissement qui est trop important pour moi, je peux commencer à réfléchir à louer ces fûts-là. Il y a des partenaires plus ou moins locaux qui peuvent permettre de commencer à se lancer avec du fût inox. Le partage de laveuse de fûts aussi entre brasseries, de faire un investissement commun sur du matériel de lavage, ça peut être intéressant, que ce soit sur la laveuse de fûts ou finalement sur la laveuse bouteille. Le partage va permettre de répartir les charges entre les brasseries. Ça veut dire que ça peut se faire dans des régions où on va être très dense en brasserie. Il y a des régions qui sont plus amenées à pouvoir faire ça que d'autres, forcément. Le réemploi de nos bouteilles, un gros sujet aussi qui a déjà été discuté lors de notre dernière réunion en septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des acteurs locaux, encore une fois. Ça veut dire qu'il y aura une réuniformisation des formats de bouteilles, comme dans certains de nos pays voisins. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va travailler sur de l'étiquette papier, mais ça peut aussi être intéressant de voir que un four pour fondre le verre, qu'il soit recyclé ou non, ça consomme énormément d'énergie par rapport à une laveuse bouteille qui va simplement enlever les étiquettes, nettoyer et les renvoyer. Par contre, ça va demander une organisation différente de celle qu'on a aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est à explorer, qui est intéressant, qui ira aussi avec la caisse bouteille réutilisable pour éliminer les coûts de transport, de carton qu'on va avoir avec les différentes bouteilles. Et enfin, un autre dernier point qui peut être intéressant, c'est le vrac. Le vrac où on sera amené à transporter notre bière dans des cuves. Ça peut être des cuves simples qui sont sous pression pour pouvoir l'amener au bar, comme ça peut être des cuves avec des liners, un sac, c'est une espèce de bag-in-box mais en plus gros volume, qui vont permettre de ne pas avoir à nettoyer avec des détergents, etc., notre cuve, qui vont permettre de pouvoir pousser la bière avec de l'air comprimé plutôt qu'avec du CO2 ou un mélange CO2 azote, et donc qui, à long terme, permettent de travailler avec une économie d'énergie quand on est amené à livrer des gros volumes, que ce soit sur des événements type festival, ou alors que ce soit dans des bars
de grandes ou moyennes villes qui vont avoir un débit assez important. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder avec attention. Je vous ai mis une petite slide sur quelques pistes de financement. Vous avez un site qui est assez intéressant pour voir bah, qu'est-ce que vous pouvez faire demain et comment vous allez pouvoir vous faire aider pour demain. C'est aide-entreprise.fr où on va renseigner bah, voilà, nos différents notre société, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'on veut pouvoir se faire financer. Et puis voilà, on va nous ressortir plusieurs plans peuvent être proposés et évidemment à regarder un petit peu plus attentivement. Vous pouvez avoir des formations aussi pour réfléchir à comment aller chercher à économiser l'énergie et la rentabiliser au mieux possible sur votre brasserie. Voilà pour cet état des lieux. Merci pour votre présence et votre attention. Et puis